Chapitre 4. Le mouvement du progrès. D'un bond, James Potter se rassit dans son lit, en étouffant un cri. Il écouta très attentivement, tout en fouillant l'ombre de la chambre où tout le monde dormait. Il n'entendit que les respirations et les ronflements des autres Gryffondors. Dans le lit voisin, Ted roula sur lui-même et marmonna dans son sommeil quelques mots. James retint son souffle. En se réveillant, il aurait juré avoir entendu un appel. Son nom résonnait encore dans ses oreilles. C'était la voix d'un rêve, distante, étouffée, comme un souffle de fumée qui remontait d'un long et sombre tunnel. Quand James fut convaincu qu'il ne s'agissait effectivement que d'un rêve, il se laissa retomber sur ses oreillers, prêt à se rendormir, et tout à coup, il l'entendit à nouveau. La voix émergeait des murs eux-mêmes, un son lointain, et qui lui paraissait pourtant tout proche, comme si plusieurs chuchotements criaient son nom, tous en même temps. Tout doucement, James quitta son lit et enfila son peignoir de bain. Les dalles du plancher étaient fraîches sous ses pieds nus, tandis qu'il dressait l'oreille, la tête légèrement penchée. Il se retourna et regarda la porte, et tout à coup, il vit une forme. Elle ne venait pas d'apparaître. En fait, elle avait été là tout le temps, à flotter, invisible dans l'obscurité. James sursauta et recula, puis il heurta son lit et faillit basculer en arrière. Mais déjà, il avait reconnu le fantôme. C'était le jeune homme silencieux qui avait poursuivi le matin même l'intrus jusque dans la forêt. Dans l'obscurité, le spectre près de la porte paraissait différent que dans la brillance du soleil. Mince, il évoquait à peine une forme humaine. Et quand il parla, sa voix, une fois de plus, ne fut qu'un murmure. « James Potter !» Sur ce, le spectre se retourna et glissa le long des escaliers du dortoir. James n'hésita que quelques secondes. Ensuite, il resserra son peignoir autour de lui et suivit le fantôme, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur les marches de pierre. Lorsqu'il atteignit la salle commune, déserte à cette heure, il eut juste le temps de voir le spectre disparaître derrière le portrait de la grosse dame. Il se précipita pour le suivre. Il s'attendait un peu à ce que la grosse dame soit mécontente d'être dérangée à une heure aussi indue. Mais elle était profondément endormie dans son cadre. Aussi referma-t-il doucement la porte. Les ronflements de la dame étaient si réguliers que James se demanda un moment si le fantôme ne lui avait pas jeté un sort de sommeil. Les couloirs étaient sombres et déserts, et la nuit profonde. Des rayons de lune d'un bleu argenté filtraient à travers quelques fenêtres. Tout à coup, James pensa qu'il aurait dû emporter sa baguette. Bien sûr, pour le moment, il réussissait peu à l'utiliser, mais il connaissait au moins un sortilège basique d'illumination. En regardant autour de lui, il fouilla la pénombre dense du couloir, que trouait à peine la clarté de la lune. Puis, il chercha le spectre. Ne le voyant pas, il choisit une direction au hasard et trottina droit devant lui. Après avoir tourné plusieurs fois, à diverses intersections, James se sentit prêt à abandonner. En fait, il n'était même pas certain de retrouver son chemin jusqu'à la salle commune de Gryffondor. Le couloir où il se trouvait était étroit et haut sous plafond. Il n'y avait aucune fenêtre. Heureusement, une torche unique éclairait la voûte par laquelle James venait d'entrer. De chaque côté se trouvaient des portes closes, aux panneaux de bois épais, doublés de barres de cuivre. Derrière l'une de ces portes, le souffle du vent créait des grincements bas et rauques, qui ressemblaient au gémissement d'un géant endormi. Au milieu de la nuit, l'effet produit était plutôt terrifiant, mais il n'avait pas envie de tourner les talons. Aussi il continua à marcher à l'aveuglette dans le couloir, tandis que la lampe qui l'éclairait dans le dos projetait devant lui son ombre immense, qui se perdait dans l'obscurité. « Hé !» appela-t-il doucement, sa voix rauque portant à peine plus qu'un chuchotement. « Êtes-vous encore là ? Je ne vous vois pas. » Il n'eut aucune réponse. Le couloir devenait plus froid. Il s'arrêta et plissa les yeux pour percer l'obscurité, mais en vain. Aussi il se tourna. Quelque chose s'agita dans le couloir à quelques centimètres devant lui. James fit un bond.
La forme blanche du spectre venait de traverser l'une des portes. Il remarqua alors que celle-ci n'était pas complètement close. Un rayon de lune apparaissait par une fente. En tremblant, il poussa doucement la porte, qui grinça en s'ouvrant. Presque immédiatement, elle se bloqua, comme s'il y avait quelque chose derrière. En fait, l'obstacle était sur le plancher. Des morceaux de fer posés côte à côte de quelque chose de long et noir, tordu au bout. Un pied de biche. James le repoussa du pied, puis il ouvrit complètement la porte et pénétra dans la pièce. C'était une salle longue et poussiéreuse, encombrée de vieux meubles, bureaux de classe et chaises, qui avaient sans doute été entreposés pour des réparations, puis oubliés depuis longtemps. Le plafond oblique plongeait vers le mur du fond, où 4 fenêtres brillaient, soulignées par le clair de lune. La vitre la plus éloignée était cassée. Il y avait des éclats de verre sur le plancher, et l'un des volets penchait de guingois, comme l'aile cassée d'une chauve-souris. La forme spectrale, juste à côté, regarda le verre brisé, avant de se tourner vers James. En fait, le fantôme avait à nouveau pris une forme humaine, et en voyant son visage, James poussa un cri. Tout à coup, 2 choses arrivèrent en même temps. Le fantôme disparut dans un souffle de fumée grise, et il y eut un violent craquement, suivi d'un bris de glace, quelque part dans le couloir. Apeuré, James fit un bond, puis il revint jusqu'à la porte. Il ne voyait pas grand-chose, mais il entendait encore les échos du fracas, résonner dans l'obscurité. Il resta à l'abri du panneau de la porte, le cœur battant si fort qu'il en avait des étoiles devant les yeux. Il jeta un coup d'œil autour de lui dans la pièce, mais il faisait complètement noir, et, à part le mobilier délabré et la fenêtre cassée, il ne remarqua rien. Le fantôme avait bel et bien disparu. James prit une profonde inspiration, puis il s'aventura à nouveau dans le couloir. Il y eut un autre bruit, plus faible. Cette fois, il comprit que ça se situait plus loin dans le couloir, dans l'obscurité. D'après les échos, ça venait d'une autre pièce. Une fois de plus, il se maudit d'avoir oublié sa baguette. Sur la pointe des pieds, il avança sans rien voir, la main posée sur le mur. Après ce qui lui parut être une éternité, il trouva enfin une autre porte entr'ouverte. Il resta caché à l'ombre du mur, avant de glisser un œil à l'intérieur. James reconnut vaguement une sorte de réserve, contenant différents ingrédients nécessaires au cours de potions. Il y avait un homme à l'intérieur. Il portait un jean et une chemise noire. James reconnut celui qu'il avait vu le matin précédent, à l'orée de la forêt interdite, quand il photographiait le château. L'intrus était monté sur un tabouret et examinait le contenu des étagères, à la lueur d'une lampe électrique. Par terre devant lui, il y avait les tessons de 2 flacons, qui s'étaient brisés en tombant. Tandis qu'il le regardait, l'homme serra sa lampe entre ses dents, puis tendit la main pour se saisir d'une autre fiole sur l'étagère, tout en maintenant péniblement son équilibre de l'autre main. « Qu'est-ce qui peut bien y avoir dans ce truc ?» La voix était étouffée et même déformée à cause de la lampe entre les dents, mais l'émerveillement de l'homme restait perceptible. Tout à coup, il se tourna vers la porte et croisa le regard de James. Pendant un long moment, ni l'un ni l'autre ne remua. James était persuadé que l'homme allait l'attaquer. De toute évidence, c'était un intrus, et James l'avait vu. Il essaya de convaincre ses pieds de bouger, de courir, mais son cerveau semblait déconnecté du reste de ses membres. Il resta figé, le regard fixe, accroché à la pierre du mur, comme s'il voulait s'y incruster. Et tout à coup, l'homme eut la réaction la plus incroyable et fit la dernière chose à laquelle James aurait pensé. Il bondit de son tabouret et s'enfuit. Il avait disparu avant même que James ne soit revenu de sa surprise. Le rideau au fond de la réserve bougeait encore, là où l'homme s'y était engouffré. À sa grande surprise, James se jeta en avant et se mit à sa poursuite. Il le rattrapa à un croisement du couloir, alors que l'intrus hésitait sur la marche à suivre. L'homme jeta un coup d'œil désespéré en arrière, puis à droite et à gauche, et tout à coup, il vit James arriver. Il poussa à nouveau le même petit cri aigu qu'en étant pourchassé par le fantôme. Il glissa sur la pierre du sol, ses pieds cherchant à courir dans plusieurs directions à la fois. Puis, maladroitement,
Il se reprit et galopa dans le couloir principal. À présent, James s'était repéré. Il savait que l'homme n'allait pas tarder à atteindre les escaliers mobiles. D'ailleurs, au moment même où James y pensait, il entendit un autre cri de surprise. Avec un sourire, il accéléra. En arrivant sur le palier, il s'arrêta net et se pencha par-dessus la balustrade pour scruter l'obscurité des niveaux inférieurs. Tout d'abord, il n'entendit que le subtil grincement des escaliers, et ensuite le claquement des chaussures de l'homme. Puis il le vit, agrippé à la rampe comme si sa vie en dépendait. L'intrus dégringolait lourdement un escalier en vrille. James hésita quelques secondes, puis il céda à la tentation. Il en avait eu envie depuis le premier jour. D'un geste téméraire, il grimpa sur la rampe et se laissa glisser. Le bois lisse avait été poli par des générations entières d'elfes de maison. James le descendit donc sans la moindre difficulté. En atteignant le palier, il se tordit le cou pour vérifier sa direction. Quelques minutes auparavant, ses cheveux étaient moites de sueur, mais désormais, la vitesse de sa descente les avait hérissés sur sa tête. En approchant de l'arrivée, il resserra ses bras et ses jambes sur la rampe pour ralentir sa course. Puis, il sauta d'un bond léger. Immédiatement, il chercha l'homme et le vit courir péniblement un étage au-dessous. Le père de James lui avait souvent parlé des escaliers mobiles, lui expliquant le secret qui permettait de les utiliser. Aussi James étudia-t-il le labyrinthe devant lui, avant de choisir un autre escalier qui passait à sa portée. À nouveau, il sauta sur la rampe et la dévala. C'était magique. D'un côté, il y avait les différents paliers, les autres escaliers et les couloirs. De l'autre, les marches qui défilaient à toute vitesse devant ses yeux. Il serra les dents et à nouveau regarda derrière lui. L'homme venait d'arriver sur le palier où il vacilla, désorienté. Il recula vers un grand vitrail contre le mur. Puis, il releva les yeux au moment même où James lui rentra dedans de plein fouet. Incapable de s'arrêter, James rebondit en arrière et s'étala sur les dalles du palier. L'homme poussa un troisième cri, cette fois dû à la frustration et à la surprise et à la violence de la collision. Il tomba à la renverse. Il y eut un épouvantable fracas de verre brisé, suivi par la vibration musicale des morceaux projetés de toutes parts. James se roula sur lui-même et instinctivement se protégea le visage à deux mains. Quand le silence retomba, il jeta un coup d'œil à travers ses doigts. Il y avait un énorme trou, grossièrement de la forme d'un homme, dans le vitrail du palier. Au travers, il aperçut les branches maigrelettes d'un arbre dans le jardin. Comme des pattes d'araignée, elles s'agitaient dans la brise nocturne, brandies vers le ciel étoilé. « Que se passe-t-il là-haut » demanda une voix rauque vibrante de fureur. Quand il se remit debout, il fit attention d'éviter de marcher pieds nus sur le verre brisé. Prudemment, il s'approcha aussi près que possible du trou et regarda à l'extérieur. Il n'arrivait pas à juger de la hauteur de la fenêtre, mais il n'entendit aucun bruit, à part le frémissement du vent dans les feuillages. Miss Teigne, la chatte de M. Rusard, apparut soudainement d'un escalier voisin. Ses vicieux petits yeux orange passèrent de la fenêtre au verre brisé répandu sur le sol, puis se posèrent ensuite sur James. Le concierge suivit sa bête, poussant des halètements mêlés de grognements, tandis qu'il montait les marches. « Oh oh » dit-il d'une voix dégoulinante de sarcasme. « C'est le petit Potter. Tiens, 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 tiens. Voilà qui ne m'étonne pas du tout. » « Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris, Potter, de poursuivre ainsi un inconnu, seul, dans tout le château et en pleine nuit ?» Debout derrière son bureau, la directrice McGonagall avait posé les deux mains dessus et se tenait penchée en avant, le dos aussi raide qu'un bâton. Ses yeux exprimaient un étonnement incrédule. Elle fronçait les sourcils d'un air très mécontent. « Je... » commença James. Il s'interrompit parce qu'elle avait levé la main. « Taisez-vous. Je n'ai pas la patience de vous écouter ce matin. » Avec un soupir, elle se redressa, remonta ses lunettes et se pinça l'arête du nez. « D'ailleurs, je ne connais que trop le genre d'explication qu'on peut attendre d'un Potter. » La mâchoire en avant, Russard se trouvait aussi dans le bureau de la directrice. Il y avait dans ses yeux une étincelle indiquant son plaisir à avoir attrapé si rapidement un Potter en flagrant délit. Il tenait dans les bras Miss Teigne, qui ronronnait comme un véritable petit moteur. James s'aventura à jeter un coup d'œil autour de lui,
pour examiner le bureau de la directrice. Il était encore très tôt, et la pièce était peu éclairée. Accrochés au mur, dans de lourds cadres dorés, il y avait les tableaux de tous les précédents directeurs et directrices de l'école. James reconnut l'un des plus proches, celui dont son jeune frère portait le nom, Albus Dumbledore. Le vieux maître était assis, le menton sur la poitrine, avec un grand chapeau qui lui cachait les yeux. Il ronflait légèrement, et ses lèvres remuaient en cadence. La directrice se laissa tomber dans son fauteuil. « Monsieur Potter, il me paraît difficile d'admettre que vous, en particulier, ne soyez pas au courant des consignes qui interdisent aux élèves de déambuler la nuit dans les couloirs du château. »« Non, » répondit aussitôt James. « Oui, je connais les consignes, mais le fantôme... » Une fois de plus, McGonagall l'interrompit en levant la main. « Oui, je sais, le fantôme. » L'expression de la directrice exprimait pleinement son incrédulité à ce sujet. « Voyez-vous, monsieur Potter, ce n'est pas une excuse. Même si un fantôme apparaît dans le dortoir d'un élève, cela n'autorise en aucun cas ledit élève à ne pas tenir compte du règlement, sous le prétexte fallacieux que celui-ci représente une gêne temporaire. » Monsieur Russard s'agita et décida que le moment était venu pour lui d'insister sur le délit commis. « Il a détruit le vitrail d'Héraclès, madame la directrice. Une antiquité qui n'a pas de prix. Nous ne pourrons jamais le faire réparer correctement, j'en suis sûr, » termina-t-il en regardant James avec un air mauvais. « Bien sûr, monsieur Russard, ce vitrail a de l'importance, » admit McGonagall sans regarder le concierge. « Mais la présence d'un intrus dans l'école me paraît bien plus grave. Je présume que vous avez déjà organisé une inspection générale du château, en commençant par la zone proche du vitrail d'Héraclès. »« Oui, madame la directrice, mais nous n'avons rien trouvé. La roseraie de Vénus se trouve juste en dessous de la fenêtre cassée. Nous y avons découvert des débris de verre, mais aucune trace d'un intrus. Nous n'avons que la parole de ce garçon quant à son existence. »« Effectivement, » répondit McGonagall. « Et malheureusement sur ce point précis, c'est une parole qui me paraît digne de confiance. De toute évidence, quelqu'un est passé à travers cette fenêtre, à moins que vous ne suggériez que M. Potter est entré par là. » Russard grinça des dents et jeta à James un œil noir, indiquant que, manifestement, le concierge aurait bien aimé suggérer cette possibilité. « Mais madame, l'homme était dans la réserve des potions, » insista James. « Il a cassé quelques flacons. Ils doivent y être encore. Et puis, il a aussi cassé une fenêtre dans une salle d'à côté, là où le fantôme m'a conduit. » McGonagall regarda longuement James. « Monsieur Potter, je vous crois quand vous affirmez avoir vu quelqu'un, mais il est extrêmement peu probable que cet intrus qui a pénétré dans l'école vienne de l'extérieur. Vous êtes conscient, n'est-ce pas, que Poudlard est protégé par les meilleurs sortilèges qui soient. Aucun sorcier ni sorcière, quelles que soient ses compétences magiques, ne peut entrer dans ces murs sans y avoir été invité. »« Mais c'est justement le problème, madame, » répondit James. « Je ne pense pas que c'était un sorcier. À mon avis, c'était un moldu. » James s'attendait à voir la directrice et Russard exprimer leur surprise. Mais ce ne fut pas le cas. McGonagall se contenta de le fixer sans que rien n'apparaisse sur son visage. Quant au concierge, il regarda brièvement James, puis la directrice, avant de revenir sur James. Il eut un petit rire sardonique. « Je dois avouer, madame la directrice, que chaque année, ils inventent des mensonges de plus en plus créatifs. »« James, » dit McGonagall d'une voix douce, « cette école est invisible aux yeux des moldus. Il est impossible de la trouver sur une carte. De plus, il y a d'innombrables sortilèges de désillusion qui protègent aussi bien le château que le terrain alentour. Je vous assure qu'aucun moldu, aussi obstiné soit-il, ne peut entrer ici. Voyons, vous le savez bien. » James soupira et fit de son mieux pour ne pas lever les yeux au ciel. « Oui, mais ça ne change rien à ce que j'ai vu. C'était un moldu, madame. Il a utilisé un pied de biche et une lampe électrique. Il n'avait pas de baguette. » McGonagall étudia encore un long moment le visage tendu de James. Puis, elle reprit une attitude sévère. « Eh bien, monsieur Potter, si vous avez vu juste, nous avons sur les bras un problème qu'il me faudra régler de toute urgence.
Ne vous inquiétez pas, je vais m'y atteler. En attendant, vous restez coupable de ne pas avoir tenu compte du couvre-feu et d'avoir brisé ce vitrail. Vu le contexte, je ne vous punirai pas pour ce dernier point, mais vous subirez les conséquences de votre autre infraction au règlement. Vous aurez donc 2 heures de retenue, samedi soir, sous les ordres de monsieur Russard. Mais, commença James. Il fut interrompu par la lourde main du concierge, qui lui tomba sur l'épaule. Je m'occuperai de ce garçon, madame la directrice. Il est encore possible de les dresser quand on les prend jeunes. Pas vrai, mon garçon? Potter, dit encore la directrice, pensant manifestement déjà à autre chose. Veuillez conduire monsieur Russard jusqu'à la remise des potions, et à cette autre pièce avec une fenêtre cassée. Je préfère que tout soit en ordre avant que les classes reprennent ce matin. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Se sentant misérable, James se laissa mener jusqu'à la porte par le concierge, dont la paume calleuse n'avait pas quitté son épaule. « Allez, viens, mon garçon. Nous allons nettoyer les conséquences de tes bêtises. » Juste avant de sortir, James remarqua que l'un des directeurs, au moins, ne dormait pas dans son tableau. Le sorcier en question avait des yeux très noirs, et de longs cheveux raides encadraient son visage maigre. Severus Rogue fixait James, et il continua à le suivre des yeux quand Russard l'entraîna hors du bureau. Le professeur Tina Curie enseignait les us et coutumes du monde moldu. Un peu plus tard dans la matinée, elle entraîna d'un pas vif ses élèves dans les jardins, sur un grand carré de pelouse bien tondu. Alors que la journée avait commencé sous un soleil prometteur, le temps avait vite changé. Le ciel était maintenant gris et couvert. Des rafales de vent froid arrivaient par saccades, soulevant les plis de la cape de sport du professeur Curie, ainsi qu'une cage étrange que Hagrid essayait d'assembler sur l'herbe. « Bravo, Hagrid !» dit le professeur Curie en approchant de lui avec ses élèves. « C'est tout à fait ce que je voulais, et j'espère que c'est bien solide. » Hagrid, accroupi près de son ouvrage, leva les yeux vers elle, lâchant prise sur le filet, qui s'envola aussitôt. Le demi-géant le rattrapa. « Merci à vous, madame Curie, » répondit-il de sa voix bourrue. « Ce n'était pas évident de construire ces trucs-là. Jamais vu ça auparavant. » Il s'agissait en fait d'un assemblage de bois, rectangulaire, ouvert à l'avant, avec un filet à large maille à l'arrière. De l'autre côté du terrain, il y en avait un autre, dont le filet claquait et s'agitait dans la brise. « Au cas où tu n'aurais pas deviné, » annonça Ted à James, tandis que les élèves commentaient ce qu'ils voyaient, « Curie est un nouveau professeur. D'après ce que j'ai entendu dire, elle a des idées vraiment bizarres sur ce que nous devons apprendre des moldus. Franchement, je regrette d'être obligé de passer une année avec elle. Je demande pourquoi on nous interdit de sucrer ces cours-là dans notre cursus. »« Oui, » dit Damien furieux, « et regarde un peu ce qu'elle nous oblige à porter. » Il baissa les yeux sur son short et ses chaussettes violettes. Cette année, tous les mardis, le cours d'initiation au monde moldu obligerait les élèves à mettre des chaussures de sport, un short et un t-shirt de Poudlard, avec au choix l'une des 2 couleurs de l'école. Ce matin-là, la moitié de la classe portait du pourpre et l'autre du jaune d'or. « Tu sais, tu ne serais pas aussi intéressant si tu avais mis des chaussettes blanches, » indiqua Sabrina aussi diplomatiquement que possible. Avec un long soupir rageur, Damien lui jeta un regard qui indiquait « je le sais déjà ». « Merci, mon chou. Tu raconteras ça à ma mère la prochaine fois qu'elle ira faire ses courses dans ces fichus magasins qu'elle adore. » Zane, lui, regardait autour de lui. Il paraissait de très bonne humeur, il arborait un sourire exaspérant, de toute évidence bien plus à l'aise que les autres dans ce grotesque attirail. « Vous savez, tout ça me paraît très prometteur, » dit-il avec entrain. « Respirez à fond, les mecs, le grand air va ventiler vos idées noires. La vie est belle !» Damien le désigna du pouce et maugréa. « Qu'est-ce qu'il fiche dans un cours sur les moldus ?»« Il a raison, Damien, » dit Ted. « Arrête de râler, ça nous fera des vacances. »« Allons, allons !» cria le professeur Curie en claquant dans ses mains. « Votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais que vous formiez 2 rangs, les rouges à gauche, les jaunes à droite. Voilà, très bien. » Tandis que les élèves obéissaient, le professeur fit apparaître un grand panier en osier, long et fin, qu'elle mit sous son bras. « Sortez vos baguettes !» ordonna-t-elle. Chaque élève obtempéra et brandit la sienne. Quelques premières années jetèrent à droite et à gauche des coups d'œil furtifs pour vérifier que leur pose était correcte. Amusé, James vit Zane étudier la façon qu'avait Ted de tenir sa baguette, avant de passer la sienne de la main droite à la main gauche. « Parfait !»
dit Madame Curie, qui tendait son panier en avant. « Veuillez tous déposer votre baguette là-dedans. » Elle se mit à passer devant chaque élève, les regardant obéir à contre-cœur. En fait, à son annonce, il y avait eu un grognement général de mécontentement. « Voyons, » continua le professeur, « vous deviez sûrement vous attendre à ce qu'un cours sur les coutumes moldues se passe sans baguette. Je vous signale que moldu implique la non-existence de la magie. Dans mes cours, bien entendu, vous n'aurez donc pas à les utiliser. Et maintenant, j'ai bien récupéré toutes les baguettes ? Un oui général, qui manquait nettement d'enthousiasme, lui répondit. J'espère que vous n'êtes pas à ce point indépendant de la magie pour ne rien envisager sans son usage. Je vais vous apprendre aujourd'hui un jeu simple, vraiment très simple. Elle jeta un coup d'œil aux élèves récalcitrants, agglutinés autour d'elle, puis leva en l'air son nez pointu. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler à quel point il est important, pour nous autres sorciers, de bien comprendre le fonctionnement du monde moldu. Pourriez-vous m'en donner les raisons ? Quelqu'un a-t-il une réponse à me proposer ? James évita soigneusement de croiser les yeux du professeur qui scrutait la masse des élèves. Il y eut un silence pesant, une rafale de vent agita le feuillage des arbres tout proches et fit claquer les lourdes bannières qui flottaient au-dessus du château. « Bon, » reprit le professeur Curie d'une voix sèche et quelque peu vibrante. « Nous devons apprendre la façon dont vivent les moldus pour ne pas oublier que malgré nos nombreuses différences, nous sommes tous des humains. Si nous oublions nos similitudes, nous risquons d'oublier aussi qu'il nous est possible de vivre tous ensemble en bonne harmonie. Et ceci ne peut que mener à un préjudice, et même au pire, à un conflit. » Elle fit une pause et laissa l'écho de ses paroles retomber, avant de continuer d'une voix plus gaie. De plus, sans la magie, nos amis moldus ont été obligés de se montrer très inventifs. Ils ont ainsi découvert certains procédés que le monde sorcier ne connaît pas. Par exemple, ils ont inventé des sports très simples, et pourtant amusants, qui se jouent sans balai, ni vif d'or, ni cognard. Il leur faut seulement 2 filets, elle gesticula, indiquant du bras gauche les 2 cages, construites par Hagrid. Puis, elle tendit dans la main droite un autre objet, et un ballon. « Génial !» remarqua Zane avec sarcasme, en regardant la balle que le professeur levait au-dessus de sa tête. « Je viens dans une école de magie pour apprendre à jouer au football. » « Chez nous aussi, on connaît le football, » marmonna Damien, toujours d'aussi mauvaise humeur. « Professeur Curie, » dit une voix agréable. L'intervention provenait de Tabitha Corsica, debout dans la rangée d'en face, presque au bout, et tout à fait ravissante, dans son t-shirt en jersey doré. Elle portait une courte cape de sport noir, avec un joli nœud autour du cou. Près d'elle, plusieurs autres sorciers de Serpentard ne cachaient pas le dégoût que leur inspirait le discours du professeur. « En quoi au juste, » continua Tabitha, « nous est-il nécessaire d'apprendre à jouer comme les moldus ? Ne serait-il pas suffisant de lire leurs histoires et leurs coutumes ? Après tout, même s'ils le désiraient, les sorciers et sorcières ne sont jamais autorisés à participer aux compétitions sportives des moldus. Les lois magiques internationales les leur interdisent. N'ai-je pas raison ? » « Effectivement, Miss Corsica, vous avez raison, » répondit très vite le professeur Curie. « Et avez-vous compris pourquoi ? » Tabitha leva les sourcils et répondit poliment. « Je suis bien certaine que non, madame. » « Eh bien, la réponse à votre première question réside précisément dans cette réponse, » annonça le professeur Curie avant de lui tourner le dos. « D'autres idées ?» Un garçon, que James reconnut pour être en 3e année à Poufsouffle, leva la main. « Professeur, je pense que c'est parce que les sorciers utiliseraient de la magie et ça fausserait complètement les compétitions, enfin les résultats. » Le professeur Curie poussa le garçon à continuer. « Très bien, monsieur Terrel, et encore. »« Eh bien, ma mère travaille au ministère, » continua le garçon. « Je sais qu'il y a des lois qui interdisent aux sorciers d'utiliser la magie pour gagner les compétitions moldues, les loteries moldues et toutes choses du même genre. Si les sorciers participaient au sport moldu en utilisant la magie, ils obtiendraient des résultats que rien ne pourrait justifier. » Effectivement. Il existe d'ailleurs un bureau international de la prévention des sports qui contrôle d'éventuels abus. Monsieur Terrel, et votre réponse est exacte en partie. Le professeur laissa tomber son ballon sur le sol et le fit rouler du bout du pied. Pour être franche,
il n'est pas tout à fait impossible aux sorciers et sorcières de participer aux compétitions moldues. Il y a certains moyens. Mais ils doivent pour le faire se soumettre à un programme très strict qui leur interdit d'employer la magie, assortie de contraintes et de sortilèges d'inhibition temporaire des pouvoirs magiques. Ceci afin de s'assurer qu'ils ne seraient pas tentés de... Le professeur Curie sortit alors sa baguette, cachée dans une poche intérieure de sa cape, et la pointa sur le ballon. « Velocito expendum » cria-t-elle. Elle rangea sa baguette, puis avança vers la balle et la frappa d'un coup de pied léger. L'effet en fut spectaculaire. On aurait cru que la balle explosait littéralement de son pied. Ensuite, elle traversa tout le terrain et pénétra dans les buts de l'autre côté. Il y eut un claquement sec quand le filet à l'arrière se tendit sous la force de l'impact. C'était comme si le ballon avait été tiré par un canon. « Eh bien, voilà qui vous démontre clairement ce qui pourrait se passer, » dit le professeur Curie en faisant face aux 2 rangées de ses élèves. Pour les sorciers, le programme de sport intermoldu est si affreux qu'aucun ne tient à s'y soumettre. Bien entendu, chaque année, il y a aussi des tentatives pour contourner les lois et participer sans le moindre fair-play aux compétitions moldues. « Professeur Curie » intervint à nouveau Tabitha en levant la main. « Est-il exact alors que le ministère et la communauté magique ont conscience que les moldus seraient incapables de supporter la supériorité du monde magique, que les moldus exigeraient, au nom de l'égalité, que les sorciers et les sorcières soient amputés de leur pouvoir. » Pour la première fois, le professeur Curie sembla prise de court. « Miss Corsica, cette discussion n'a strictement rien à voir avec mon cours, » protesta-t-elle. « Si vous désirez contester la politique du ministère... »« Je suis désolée, madame, » coupa Tabitha avec un sourire désarmant. « C'était juste par curiosité. Après tout, nous sommes bien dans un cours qui étudie les moldus, non ? Aussi, je pensais que nous pourrions discuter des rapports entre les sorciers et les moldus. Dans la communauté magique, beaucoup estiment les moldus incapables d'accepter notre existence. Mais ce n'était qu'une parenthèse, et je ne vais pas m'étendre sur le sujet. » Le professeur Curie, manifestement furieuse, regarda Tabitha sans répondre, mais le mal avait déjà été fait. Il y eut plusieurs hochements de tête approbateurs. Tout autour de lui, James entendait des chuchotements passionnés. Il remarqua aussi que les élèves de Serpentard portaient toujours leur badge, remettre en cause ceux qui ont gagné, bien épinglés sur leur t-shirt doré. « Reprenons, » dit enfin le professeur d'un ton sec. Durant les 40 minutes suivantes, elle expliqua aux élèves comment dribbler, shooter et manipuler le ballon. Au début, James participa sans enthousiasme, mais très vite, il apprécia la simplicité du jeu. C'était si étrange. Le football interdisait l'usage non seulement des baguettes, mais aussi des mains. James ricana d'une règle aussi stupide. La plupart des élèves se montraient maladroits et pâteaux. Aussi, il était facile de se lancer sans complexe. Bien entendu, Zane avait déjà joué au football, même s'il prétendait y être nul, ce qui n'était pas faux. James remarqua vite que l'Américain n'était pas plus doué que les autres pour traverser le terrain en poussant son ballon du pied. Il le vit même s'emmêler les pinceaux, trébucher et s'étaler de tout son long sur le ballon, l'écrasant sous lui. Ensuite, Zane roula sur le dos et resta un moment étendu là, à étudier les nuages, une expression songeuse et plutôt morose sur le visage. Tabitha Corsica et les autres Serpentards refusèrent de participer. Ils restèrent plantés là, la mine dédaigneuse, dans un coin du terrain. Devant eux, un ballon abandonné gisait sur l'herbe. Le professeur Curie les ignora. Le plus souvent, elle joua le rôle de gardien de but, incitant les élèves à tenter de marquer. L'objectif était simple. Il fallait d'un coup de pied envoyer le ballon dans le filet. James réalisa qu'il s'amusait beaucoup. À son tour, il ancra les talons dans l'herbe, étudia le ballon à 6 mètres devant lui, puis s'élança. Ayant soigneusement minuté sa course, il planta le pied gauche près du ballon et du droit shoota dedans de toutes ses forces. Le bruit que fit la balle en décollant lui procura un plaisir inattendu. Après un arc parfait, le ballon passa au travers des bras levés du professeur et pénétra dans la cage avec un sifflement audible. Il s'écrasa ensuite au fond du filet. « Bien joué, monsieur Potter !» cria le professeur Curie d'une voix haletante. Ses cheveux s'étaient détachés et bouclaient tout autour de son visage empourpré. Elle remonta ses manches et se pencha pour récupérer le ballon. « Bravo, vous êtes doué !» James ne put s'empêcher d'arborer un grand sourire en trottinant pour retourner vers son équipe. « Pfff !» marmonna Zane en lui jetant un coup d'œil.
En fait de la lèche ?» Joli coup, Potter, annonça Ted à la fin du cours, alors que tous les élèves remontaient vers le château. Il faudrait intégrer ce genre de technique dans le lancement de la capsule. Sabrina, essaie de voir ce qu'on peut faire. Je verrais bien un shoot extraterrestre de la planète Gros Alatron, ou quelque chose du genre. Qu'en penses-tu ? À vos ordres, répondit Sabrina avec un salut militaire, puis elle ouvrit la porte du château et ajouta. Au fait, capitaine, tu as de l'herbe collée aux fesses. Ça te donne un certain style.